Est-ce que vous savez ce que c'est le Pecha-Kucha? Non. Bon, vous allez le savoir. On fait un bon teasing. Vous allez le savoir grâce à Philippe Doisan, consultant pour l'agence, pour lui-même, consultant pour lui-même avec Dounia, qui est un formateur et animateur que vous connaissez certainement pour être venu à plusieurs reprises à nos conférences ou formations. Donc il va avoir la mission d'animer ce Pecha-Kucha et nous avons également missionné quelques professionnels qui vont mouiller leur chemise pour vous. Et voilà, monsieur Philippe Doisan. Merci, foule en délire. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de retrouver pas mal de têtes que j'ai eu l'occasion de croiser pendant ces dernières années. Parce que le futur, c'est ça aussi, hein, c'est pas que des choses nouvelles, c'est aussi du passé, c'est des racines. Et écoutez, je sais que nous sommes, savez-vous, le début du printemps. Ça se voit pas trop dans cette salle. Je sais que vous sortez de 2 jours de congrès, de séminaires. Donc j'ai envie de commencer doucement. J'ai envie de vous raconter ma vie. Et j'ai envie de vous montrer quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. J'ai envie de vous montrer mon grand-père. Voilà, séquence émotion, mon grand-père. Alors pour celles et ceux qui cherchent une ressemblance physique entre lui et moi, faut bien chercher. Hein, je pense qu'il est beaucoup plus beau. Non, vraiment pas. Parce qu'en fait, comment vous dire, c'est pas exactement mon grand-père en tant que tel, du moins biologiquement. Ça pourrait même être d'ailleurs votre grand-père à toutes et à tous, voire votre arrière-grand-père. Parce que ce monsieur, c'est le monsieur qui a créé le fundraising moderne. Et ouais, c'est à partir de lui qu'on s'est dit, maintenant ça va être du fundraising. Il y a toujours eu des rapports financiers entre les riches et ceux qui en avaient besoin dans les arts, dans la recherche, dans des causes diverses et variées, depuis toujours. D'ailleurs, chacun pense, il y a eu des recherches très sérieuses là-dessus, que le plus vieux métier du monde n'est pas celui qu'on croit, mais serait bien le métier de fundraiser. Voilà. Et puis un jour est arrivé ce monsieur, donc ce monsieur s'appelle Harold Sumption. Ouais, les Anglais le considèrent, les Anglais qui sont nos pères, considèrent que le père, il est là. Donc c'est le father of modern day fundraising. Harold, comment vous dire? Harold, c'est l'époque Mad Men. Harold, c'est le marketing 1.0. C'est l'époque où on bourrine pour vendre des produits merveilleux. C'est les années 30. Et puis Harold, c'est un gars qui est rentré dans le marketing direct. Mais Harold, c'est quelqu'un qui a du cœur. C'est qu'il y a des valeurs, il est engagé, Harold. Harold, c'est un quaker, donc déjà, c'est quelqu'un qui a des vraies valeurs sérieuses. Et puis Harold, c'est quelqu'un, par exemple, qui a refusé de s'engager dans l'armée anglaise pendant la guerre. Ouais, des valeurs assez fortes, quoi. Puis un jour, il a été gravement malade des poumons, et puis il s'est dit, voilà, il va falloir pour m'en sortir que je fasse des cures en Suisse ou autre. Tout ça, ça coûte très cher. Et je vais faire une campagne de collecte de fonds. Et puis c'est comme ça qu'il a commencé à collecter pour lui. Il a réussi à gagner de l'argent avec son marketing direct. Et puis après, il a rencontré des gens, des petites associations à Oxford. Il a créé Oxfam. Il a rencontré ActionAid, etc. À cette époque-là, il a lancé plein de choses. Et il a donné ses lettres de noblesse, c'est-à-dire le ING, à fundraising. Voilà, donc Harold Sumption, pour ceux qui ne le connaissaient pas, gardez-le en tête. Et je pense que Harold, à son époque, voilà, on trouvait ça. Marketing direct, donc à l'ancienne, on va dire. Mais c'est une époque où ça fonctionnait, ça marchait. Et je pense qu'aujourd'hui, Harold, s'il nous voyait, ou peut-être qu'il nous suit en haut, en mondiovision, du haut de son petit nuage, il se dirait « Qu'est-ce que ça a avancé ?» Parce que depuis le temps d'Harold, avant qu'on se projette dans le futur, moi j'ai envie de vous dire, en 10 minutes, on a un métier qui bouge à fond la caisse. D'accord ? Et dans plein d'univers. Technique, marketing direct. En France, si on prend un vortex à remonter le temps, en France, ça a commencé un peu plus tard, hein. Harold, ça a vraiment démarré les années 45, après la guerre, etc. En France, est-ce que vous savez quand est-ce que le fundraising a vraiment été créé, c'est structuré avec quelques fous fundraisants? À votre avis? Les années combien? 80, 90? Bien, on voit qu'il y a des personnes expertes dans la salle. On peut considérer effectivement la fin des années 80, grosso modo, fin des années 80-90. Qu'est-ce qu'on trouvait comme technique, souvenez-vous, merveilleux, comme technique de collecte de fonds, de fundraising, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, en France? On trouvait du marketing direct déjà, à fond de cale. C'était carrément le marketing direct à l'époque. On balançait ça à tout l'annuaire de la Poste et ça revenait avec des monceaux de papier, d'argent, etc., etc. On trouvait des galas, on trouvait de l'action bénévole aussi. Il y avait déjà des bénévoles à l'époque.
époque merveilleuse. On travaillait aussi sur les spots télé, la radio, etc. Et puis on avait aussi du leg. Il y avait certaines structures qui avaient vraiment préempté le leg. C'était un leg un peu élitiste. C'est pas un leg qu'on a trouvé après où toutes les structures s'y sont mises. Donc grosso modo, voilà les univers qu'on avait dans notre environnement, poussés par des agences. C'était un développement fort et assez intéressant. Puis ensuite, on arrive, petit saut de puce de 10 ans, les années 90, hop, 2000. L'année 2000, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, ce n'est pas exactement des bornages absolus au jour près, mais c'est quand même des tendances assez intéressantes. L'année 2000, il y a eu le saut dans Internet. Mais à l'époque, Internet, ce n'était pas encore les réseaux sociaux. C'était un peu un copier-coller du marketing direct appliqué à Internet. C'était du e-fundraising. Et puis les legs, les donations sont développées. Tout le monde faisait du leg, et puis aussi on est monté d'un cran. Donation, offre fiducie. On commençait aussi à aller vers ces offres-là. Et puis, dans les années 2000, on s'est rendu compte que il existait des grands donateurs. Il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent en France, mais qui ne donnaient pas en France parce qu'on ne leur demandait pas. Et que ce n'est pas un mailing qui allait amener des grands donateurs. Et là, l'enseignement supérieur, la recherche, vous avez vraiment boosté en amenant, en important cette logique grand donateur que vous connaissez tous, qui nécessite de l'ambassadeur, qui nécessite des pairs à pairs, etc. Et puis, on a eu aussi le street marketing, l'ISF, qui est arrêté à ce moment-là. Donc on a eu beaucoup de choses qui ont commencé à étoffer. Ce qui ne veut pas dire que ça a remplacé. C'est ça qui est merveilleux dans notre métier, c'est que ça a intégré. On fait du fundraising 1.0, 2.0, on va finir à 10.0, on fait la sommation de tout ça. Et puis on arrive à aujourd'hui, ou presque, on termine la décennie là, en 2019, voilà ce qui commence à croître de nouveau, je dirais, par rapport aux techniques précédentes. Le microdon. Tout le monde a entendu parler du microdon. Au passage, le microdon, ce n'est pas non plus des années 2000 et quelques. Je veux dire, les pièces jaunes, c'est quand même du microdon. Sauf que l'irruption des nouvelles technologies, la mise aussi en commercialisation avec des entreprises d'économie sociale, a permis de rebooster un peu le microdon. Et puis on entend parler aussi de fundraising digital, dont Sans Contact, des courses événements sponsorisés aussi, qui existaient déjà avec des bénévoles, mais qui ont pris aussi leur essor avec les réseaux sociaux. Et puis les financements participatifs, même si la première plateforme de crowdfunding associatif s'est lancée en 2008, on peut considérer que le développement des crowdfunding, crowdlending, crowd equity, crowd s'est fait dans les années 2010. Et puis cette notion aussi de don, du donateur au grand donateur, au conseil en philanthropie. C'est-à-dire qu'on passe une autre étape, on conseille les gens, on leur permet d'avoir un projet, de pouvoir développer leur propre projet et d'aller au-delà du don. Donc voilà pour ces univers qui se terminent. Et qu'est-ce qu'on va poindre à l'horizon dans un futur qui est déjà présent, bien présent pour certaines techniques? On voit réalité virtuelle. Aujourd'hui, vous le verrez dans certaines choses qui vont être présentées, la réalité virtuelle existe en collecte de fonds. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas même peut-être d'avant-hier au début d'Internet, mais ça commence à se démocratiser fortement. On est aussi percuté par l'intelligence artificielle. Oui, nous aussi, il va falloir qu'on migre vers... Il y a des ONG, notamment en Angleterre, qui travaillent avec des chabots dans leurs relations donateurs, ou qui gèrent aussi des méta-bases de données avec des techniques d'intelligence artificielle. On parle de Bitcoin, et derrière ça, de garantie de tout ça, de la blockchain. Vous savez qu'il y a déjà des ONG qui aujourd'hui, fort, minent du Bitcoin. L'UNICEF, récemment, c'est assez récent, a fait une campagne, a levé des fonds avec ça. On parle également de neuro-fundraising. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le neuromarketing, toutes les avancées, toutes les évolutions sur le cerveau. Aujourd'hui, il y a des gens qui le préemptent en disant qu'il n'y a pas de raison que ça soit uniquement réservé au secteur marchand. On a nous aussi le droit d'avancer. Par contre, question de valeur, question d'éthique, ça rebat un peu les cartes. Donc le futur, il se construit en linéaire, il évolue très vite, et au niveau des techniques, je pense qu'Harold Sumption, il sera un peu dépassé par rapport à tout ce qu'il voit. D'être heureux. Et demain, on ne sait pas. On ne sait pas où ça va aller. Deuxième évolution aussi, le fundraising, ce n'est pas que des techniques. Vous le savez, vous en êtes la preuve. C'est aussi des hommes et aussi beaucoup de femmes. D'accord? Donc des femmes et des hommes. Là encore, ça a beaucoup évolué. Sans faire le vieux que je suis. Moi, j'ai commencé la collecte de fonds en 92. 92, on était une poignée. On était une dizaine. Et encore, fundraiser, le mot était un peu bizarre. On était plutôt des vendus qui venaient d'écoles de commerce, qui arrivaient dans la pureté associative, qui n'avaient rien à faire là, mais il fallait faire avec. On avait quand même bien l'argent, on ne tape pas trop le reste. Et puis on a créé un petit groupe. Puis ce petit groupe, je me souviens, on faisait un petit déjeuner de temps en temps. On négociait des prix avec la Poste, pour avoir des choses un peu plus bas au niveau du mailing. On s'appelait le Club des Fundraisers. Puis après, on s'est appelé l'Union pour la générosité, c'est ça? L'Union pour la générosité. Puis maintenant, on s'appelle comment? L'AFF. L'Association française des fundraisers. Aujourd'hui, 1000 personnes à l'AFF, 1000 encartés, adhérents, 400 personnes, je crois, en formation au certificat français de fundraising avec l'ESSEC.
une formation aussi certifiant de haut niveau, au plus haut niveau français de l'AFF en direct. Voilà, ça bouge, ça évolue, vous en êtes la preuve. Une multiplication en province, des formations de partout. La première fois qu'on a fait un séminaire, en juin, à l'époque, avec un Anglais qui s'appelait John Duchinski, qui est venu booster un peu l'AFF, on s'est dit jamais on fera un séminaire chaque année, c'est pas la peine. Mais non seulement on fait chaque année, mais en plus on le démultiplie, et enseignement supérieur, recherche, hôpitaux, etc., etc. Donc ça avance très vite aussi. Demain, où est-ce qu'on va être, on sera combien? Ce qui avance aussi beaucoup, et ça vous n'êtes pas sans ne pas l'avoir remarqué, c'est nos organisations derrière ça. C'est que vu de loin, quand même, ça ressemble un peu à ça, notre histoire. Il y a du monde au balcon, ou plus particulièrement du monde sur le pont. Alors oui, certes, chacun va se dire, moi ici, là, moi mon organisation, elle est bien, elle est mieux. Moi je fais des trucs bien, moi je suis transparent, moi je suis pour l'innovation. Ouais, sauf que vu de loin, ça mélange un peu tout ça, quoi. Et c'est pas terminé. Vous voyez, si on fait la photo à l'instant T, et encore, je suis sûr que les chiffres, on peut encore les grossir, il y a quoi? Il y a 1,3 million d'associations. Aujourd'hui, il y a 2200 fondations, il y a 1800 fonds de dotation avec des formes juridiques, 8 aujourd'hui, et le lancement supérieur à la recherche et hôpitaux ont beaucoup bougé ça. Il y a des appellations, fondation familiale, fondation territoriale, qui demain peuvent devenir aussi des statuts à part entière, ça va bouger. Et puis à côté, il y a plein d'univers qui n'étaient pas spécialement appelés au départ, qui sont rentrés aussi en fundraising. Des collectivités, des organisations privées d'intérêt général, on le voit aussi sur la santé par exemple, des établissements publics, et puis aussi, moi j'en croise de plus en plus dans les formations, des entreprises privées. Je suis 100% entreprise privée, mais je fais de la collecte de fonds privée pour développer mes projets à moi. Donc là encore, ça peut poser des questions d'éthique, on peut en discuter, mais c'est une réalité, ça bouge, les frontières se cassent, et c'est ça notre présent et notre futur. Et puis vous le savez également, demain, c'est un demain à partir de maintenant, on parle d'entreprise à mission, on parle de fondations actionnaires, et on parle d'un serpent de mer que je croise depuis les années 90, les fondations européennes. Voilà. Et après-demain, qu'est-ce qu'il y aura? On verra. Donc ça aussi, le futur, c'est une évolution par rapport aux organisations. Et puis le futur aussi, je vais accélérer là-dessus, parce que vous connaissez tous ça par cœur. On pourrait faire un quiz d'ailleurs la prochaine fois sur le juridique et le légal. Il y a une grosse accélération. En quelle année a été créé le cadre légal actuel de défiscalisation? Merci, ça me semble bien. 2003, loi Yagon. Alors 2003, déjà, ça peut paraître très lointain, c'est vrai que ça fait 16 ans. En même temps, c'est qu'en 2003 qu'on a eu ce cadre. Avant, il n'y avait pas grand-chose, il y avait baladure. Mais après, ça a accéléré, ça continue à s'accélérer. 2006, loi Pécresse. Là, ça vous concerne directement. RTRA, RTRS, etc. Loi TEPA, l'ISF, loi de fonds de dotation, l'explosion aussi des formes d'engagement. 2009, amendement Percheux. Vous connaissez l'amendement Percheux? Ouais, international. Citoyen autrichien qui donnait, allez savoir pourquoi, au Portugal et qui a demandé à ce que son don soit défiscalisé en Autriche. Donc le gouvernement autrichien a fait 9, il a fait OK, je monte ça au niveau européen, il a gagné. Amendement Percheux. Et puis, projet de loi d'économie sociale et solidaire, article 31, nouvelle loi de finances, etc. Et aujourd'hui, vous entendez parler de ça. On parle des augmentations du plafond de défiscalisation des PME, monté à 2 000 €. Donc ça, c'est une réalité, je crois même que c'est passé déjà, je ne sais plus, on est à la frontière du truc. Défiscalisation des grandes entreprises, donc plafonnement limité. Redéfinition de la notion d'intérêt général. Ça aussi, un serpent qui réapparaît souvent. Et puis le Giving Pledge. Vous savez, ces Américains qui donnent 90% en le faisant savoir à tout le monde de leur fortune. En France, on ne peut pas pour l'instant. Mais il y a quelques grands patrons français qui ont dit si c'est possible, moi je vais le faire. Déclaration, réalité, on verra. Voilà, c'est la tendance. Et demain, il y aura toujours ces lois, ces contraintes. Et il y aura toujours des structures comme les nôtres qui seront peut-être dans la loi ou un peu en dehors de la loi, ou qui tireront la loi. C'est ça aussi l'univers qui est le nôtre. Et puis également intéressant, j'en parlais tout à l'heure avec une personne, c'est aussi les modèles économiques. Ça a beaucoup évolué. À l'époque, Marianne, quand on était ensemble, au début, quand on a commencé, souviens-toi, on nous rabâchait toujours la différence entre sponsoring et mécénat. Mécénat, déduction des intéressés, intérêt général, tout le reste sponsoring. Puis après 10%, 20% de contrepartie. Mais en fait, aujourd'hui, on a plein de modèles qui viennent percuter ces modèles de base. Au-delà du sponsoring et du mécénat, il y a plein de choses qui se passent. Il y a tous les modèles de partenariat entreprise. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui fusionnent avec des associations, des organisations, des fondations pour créer une structure tierce. Vous avez des formes de partenariat diverses. Aujourd'hui, vous avez de l'investissement qui est dans une logique d'investissement social, de start-up, d'investir dans la recherche, dans les champs qui sont les vôtres. Vous avez les contrats impact social, qui ont du mal à démarrer, mais ça va bouger d'une manière ou d'une autre. On parle de les simplifier, mais ça c'est une tendance qui va avancer. Vous avez la venture philanthropie, c'est-à-dire des gens qui vont investir socialement, qui veulent que ça réussisse de leur vivant, et donc qui vont aller au-delà largement du don, qui vont investir dans les ressources humaines, dans l'orientation de votre collecte, de votre gouvernance, etc. Vous avez la gestion de patrimoine.
de plus en plus de liens de personnes qui veulent gérer leur patrimoine. On est très clair dans l'introduction qui est la gestion du patrimoine, mais qui vont profiter aussi pour aider des structures à grandir, de l'intérêt général, etc. On a à côté du don de l'épargne solidaire et d'autres formes de finances solidaires. Il y a des sites aussi là-dessus, il y a plein de formes qui existent. Et puis ce modèle qui, des fois, percute très souvent nos braves univers de fondations et associations, l'entrepreneur social. Ces jeunes qui arrivent par l'entreprise et qui viennent piétiner nos plates-bandes. Alors ça, c'était un domaine beaucoup sur les ONG, mais aujourd'hui, on les voit arriver sur la santé, on les voit arriver sur l'hôpital et sur la recherche, à leur façon. Vous voyez, donc à chacun un peu de voir sa façon d'évoluer, et le futur sera toujours ouvert à tout ça, les modèles vont évoluer largement et ça ne s'arrêtera pas. Et puis pour terminer, nous sommes quand même fundraisers, on est censé normalement avoir un lien avec des donateurs et des donatrices, d'accord ? Et là encore, grosse évolution. Hein ? Clairement, les donateurs et donatrices, ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas juste être des chéquiers, mais aussi s'investir, s'engager, etc. Question pour le futur, comment je fais pour gérer mes donatrices et mes donateurs, alors qu'ils sont informés de tout avant moi, qui sont des fois influencés des choses plus ou moins vraies sur les raisons d'être premières de mes activités, qui vont interroger mes chercheurs parce qu'ils ont vu que c'est marqué que ça et qu'en fait le chercheur il dit ça, comment on va faire ? Et puis sans rentrer dans les grands standards, mais quand même il y a toujours des choses à gratter, vous le savez, les générations passent. Moi, je suis d'une génération 90, le donateur français, 60 ans, etc. Ouais, 60 ans, 90, il a un peu vieilli. Alors, il est passé au leg, mais après... Voilà, donc c'est les générations qui passent, les maturistes, les baby boomers, génération X, génération Y, etc., jusqu'à cela. Tatatin, les générations Z arrivent. Et la question que vous pouvez vous poser tout de suite, est-ce que vous êtes prêts pour les dons des générations Z ? Parce que les recherches en philanthropie, et notamment celles faites par l'ESSEC, j'ai assisté un jour à un chercheur américain là-dessus, c'était porté par l'ESSEC. Le truc qu'ils vous disent, oui, ils ont une notion philanthropique, très clairement, malgré ce qu'on dit, que ce sont des égoïstes, etc. Pas du tout. Par contre, ce qui est très clair, c'est que ce n'est pas eux qui vont s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à eux. À bon entendeur. Voilà, donc tout ça, une fois qu'on a vu ça, on fait quoi ? C'est ça aussi la question. C'est bien beau, il fait son show, mais nous, demain, on a du concret. On a des gouvernances à bouger en interne, on a des donateurs à faire évoluer, on a nos objectifs à tenir. C'est ça aussi le fundraising. Et ça, je pense que ça ne se finira pas. C'est toujours cette quadrature impossible du cercle. Je dirais que vous avez 4 possibilités. Ils sont simples. On ne va pas chercher bien loin. Hein. Première chose, c'est se dire OK, l'autruche, j'entends bien. Je sais qu'il y a ça, mais bon, ça c'est de la com, ça n'arrivera pas chez moi. Ou peut-être que, mais on verra plus tard, quand ça sera fait. C'est bien l'autruche. On est sécurisé, on est dans son périmètre, vision assez étroite, sauf que le train, il passe, les trains, ils passent, le monde, il bouge, et quand on relève la tête, le monde, il n'est pas trop... Il n'existe peut-être plus trop, notre monde, d'ailleurs. Et souvent, ça passe par là aussi, après. C'est-à-dire, débarras, fini. Notre structure tombe, n'existe plus. On le voit aujourd'hui dans les associations, notamment. Et j'ai envie de vous dire, de manière très provocante, mais quand même, bon débarras. Parce que si dans le futur, vous n'êtes pas capable de garder le côté humain, vous n'êtes pas capable de vous ouvrir à vos donateurs, si vous n'êtes pas capable d'évoluer, si vous n'êtes pas capable de mesurer vos impacts, d'avoir une vision qui rebondit un peu sur la société, d'avoir un vrai sens sociétal, bon débarras, laissez la place à ceux qui l'ont. Voilà. Et pour terminer, j'aime bien ce monsieur, Peter Drucker. Je vais vous citer 2 citations de Peter Drucker. Il dit un peu différemment ce que je viens de vous dire. Vous connaissez Peter Drucker ? Non, Peter Drucker, on va dire, c'est le monsieur qui a inventé le métier de conseil. C'est un gars qui a traversé le XXIe siècle. Donc Drucker, par exemple, c'était un très jeune journaliste. Il a interrogé Hitler, bien avant qu'Hitler arrive au pouvoir, etc. Il a dit, ce mec est dangereux. Après, il y a eu la guerre, et ensuite, Peter Drucker s'est dit, moi, je crois fondamentalement que les entreprises ont un rôle à jouer pour remettre non seulement l'économie sur pied, mais en plus pour apporter le bien-être social, la recherche, etc. Et donc, il a soutenu les grosses entreprises. Il a été conseiller des plus grands patrons américains, des plus grandes boîtes américaines. Et à la fin de sa vie, ce qui est intéressant et qui, moi, m'interpelle, que je partage avec vous, il s'est dit finalement, peut-être les entreprises, c'est un peu trop capitaliste, et je pense que le futur, ce sont les fondations et les associations. Et donc il a créé sa fondation, il a aidé des fondations à se développer, etc. Et notamment, c'est lui qui a amené Bill Gates à créer sa fondation, comme il avait l'écoute des grands patrons. Vous voyez, il y a une évolution. Ce gars a toujours été en avance. Après, je ne le connais pas plus. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit et que je vous livre. 2 choses. Première chose, si vous continuez à travailler aujourd'hui de la même façon que vous travailliez hier, il y a de grandes chances que vous ne travaillez plus du tout demain. Ça, c'est numéro 1, Peter Drucker. Numéro 2, Peter Drucker. La meilleure façon d'anticiper le futur, c'est de le créer. Donc sur ce, on va rentrer tout à l'heure dans le Pécha Coucha, mais je voulais vous dire quel est votre sens du futur, quelle va être votre prochaine étape
de futur, parce que de toute façon, que vous le vouliez ou non, le futur, il existera, avec ou sans vous. Merci. Alors, je passe en phase 2 maintenant d'animation et de lancement de mes collègues qui, eux, vont se taper le pécha-coucha en vrai, en dur. J'aime bien ça aussi. Le futur, on voit toujours, surtout en France, on aime bien le côté disruptif. Le futur, mais le futur, il commence aujourd'hui, hein, il commence tout de suite. Donc, le grand philosophe, le chat, le futur commence immédiatement après la fin de cette phrase. Et nous, c'est dit, on va commencer immédiatement en ayant un peu un regard de fundraiser, avoir leur vision, là, une première vision un peu de ce que peut être le futur, avoir la vision de trois personnes qui sont des fundraisers, hein, qui ont accepté cet exercice. Et puis, comment on veut être un peu créatif et pas faire les choses comme les autres. Les Anglais ont fait 8 tot, alors on a fait 8 tot, là on s'est dit pécha-coucha. Pécha-coucha, nous on sait le faire, on va être les premiers à le faire, ça va être super. Non, pécha-coucha, c'est ça. Yael, vous posez la question tout à l'heure. Voilà, ça veut dire bavardage en japonais. Mais c'est un bavardage qui est très contrôlé. En fait, un pécha-coucha, c'est une machine de guerre. Moi, personnellement, j'aurais jamais fait un pécha-coucha, je peux le dire maintenant. Hein. On vous a embarqué là-dedans, mais c'est un truc de feu. Hein. C'est qu'un pécha-coucha, les 3 personnes qui sont ici présentes et que je vais vous présenter par la suite, vont avoir 20 secondes par slide et 20 slides. Donc 20 fois 20, on va avoir 6 minutes 40 pour venir devant vous, gérer le stress, envoyer leur discours, gérer la machine, parce que c'est une machine qui va avancer. C'est pas quelque chose comme ça. D'accord ? Donc ça va être une marche infernale. Donc ce sont des gens qui ont accepté de porter le regard avec cette méthode de pécha-coucha. On va démarrer tout de suite, mais avant ça, je voudrais qu'on les applaudisse quand même. Ils sont maso, ils sont... Et roulement de tambour, je vous demande d'applaudir notre premier intervenant qui est là. Il va ouvrir le feu. Mais c'est pas gênant pour lui parce que c'est un fan de rock. Il faut savoir que ce jeune homme, en fait, voulait être rockstar. Voilà, il se voyait rockstar, les rodis, la drogue, les femmes, etc. Sauf qu'il a une femme, ça a posé un peu de problème. Donc il s'est dit, j'arrête le rock'n'roll. Je vais retourner à ma deuxième passion. Et sa deuxième passion, c'est les sciences. Donc il a été scientifique, il a été dans les labos, dans les paillasses, et notamment au Généton. Ouais, le Téléthon, ouais, les histoires qui font les fundraisers. C'est intéressant d'avoir toutes les histoires d'ailleurs qui vous ont amené à faire du fundraising. Moi, c'est purement économique, mais je pense que les jeunes générations aujourd'hui ont envie de s'engager. Et donc au Généton, là, bim, hey, Téléthon, Généton, boum, boum, fundraising. Donc, il a eu la piqûre du fundraising. Il se définit lui-même comme un chercheur et collecteur avant d'être collecteur pour les chercheurs. C'est bien de l'avoir posé. Il est depuis 2016 le directeur de la communication et du mécénat de l'Institut Pasteur Lille. Je vous demande d'applaudir le tout premier qui se lance, Cédric Bouquet. Bonjour à toutes et à tous. Merci Philippe pour cette présentation. Alors rassurez-vous, je n'ai pas pris ma guitare, je ne vais pas chanter, je vais vous épargner tout ça. Quand Philippe m'a demandé d'intervenir aujourd'hui sur le fundraising de demain, je me suis dit, mais si on faisait un petit flashback sur les 30-40 dernières années, il l'a fait tout seul, donc je vais vous épargner ça aussi. Mais je me suis dit, finalement, ce format pécha-coucha, les 20 slides, 20 secondes, 6 minutes 40, des répétitions, etc., ça me renvoie quand même un petit peu à notre quotidien de fundraiser où j'ai l'impression que tout va vite, qu'on a du mal à prendre du recul, qu'on est toujours dans l'hyperconnectivité, la rapidité. Je suis sûr que vous êtes tous déjà en train de regarder l'heure pour avoir votre train. Et que finalement, c'est ce qu'on vit au quotidien, mais c'est contextuel. C'est-à-dire que voilà, Amazon, Airbnb, Uber, tous ces supports-là, toutes ces technologies, vous les connaissez, vous les vivez, et nos donateurs les vivent aussi. Donc il faut l'avoir en tête. Le digital, on l'a vu sur les slides d'avant, a profondément changé notre métier et va le changer encore plus dans les années, dans les décennies à venir, avec la réalité augmentée, etc., l'intelligence artificielle. Donc tout ça, vous le connaissez. Le don, le digital, on a parlé de PayPal il y a quelques années, on en parle beaucoup moins. Le don sans contact, les plateformes, le crowdfunding, les bitcoins, tout ça, vous les voyez, on les voit arriver, on les teste. Alors certains survivront, d'autres disparaîtront à mon avis. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la technologie nous apporte une facilité de créer des collectes, mais pour autant, c'est pas parce que votre voisin fait une cagnotte pour sa crémaillère qu'il est fundraiser. Et ça, je pense que c'est important, parce qu'on a beaucoup parlé des cagnottes ces derniers temps, c'est important de l'avoir en tête pour rappeler que le fundraising, c'est un métier, vous êtes tous des experts, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, et on aura encore besoin de professionnaliser nos techniques, nos connaissances, nos stratégies. Et je tiens à saluer ici le travail de l'AFF pour nous former, pour nous faire grandir. Voilà, c'est un petit placement de produit que j'ai négocié avec Yael. Je vous incite à faire pareil dans vos présentations. C'est aussi un moyen, c'est une ressource pour les fondations de faire un peu de pub pour l'AFF. En tout cas, c'est important qu'on garde ce côté professionnel et qu'on sache le vendre.
nous sommes des experts métiers. On n'est pas juste des applicatifs d'outils de collecte. On doit avoir une vision, une stratégie et maîtriser tous les nouveaux outils de fundraising, le mécénat, les fonds de dotation, toutes ces choses qui évoluent, le cadre juridique qui évolue très vite et qui évolue aussi vite finalement que les nouvelles technologies. Je pense notamment aux réseaux sociaux, Internet, tout ça, qui a profondément changé notre culture aussi. Je sais que vous êtes tous hyper connectés, en veille sur les outils, en veille sur l'information, et que ça fait 2 minutes que vous n'avez pas regardé votre téléphone. Donc moi, je vous propose de faire une petite pause de 20 secondes. Ça fait une slide en moins, comme ça. Et pendant ce temps, moi, je prends un petit verre d'eau. Au revoir. Alors, c'est bon, vous avez fait les tweets, tout ça, c'est parfait. Alors, aujourd'hui, dans la science et recherche, on est quand même très soumis à l'actualité, aux informations. Ça marche plus la slide, hein, je crois que j'ai gagné du temps plus. On est quand même très soumis à l'information et aux fake news. Alors, vous avez tous en tête les propos de Donald Trump sur le réchauffement climatique, la dernière enquête de la Fondation Jean Jaurès sur le complotisme. Hein. Un Français sur 5 adhérait au moins à une théorie du complot. Donc, aujourd'hui, en science, en recherche, on a besoin de faire la preuve de ce qu'on avance, de ce que nos chercheurs avancent, et on sera de plus en plus soumis à cette vérification. Quand j'ai commencé à Généton il y a une vingtaine d'années, quand on recevait les donateurs, ils étaient contents de voir des scientifiques, ils buvaient leurs paroles sans se poser de questions. Aujourd'hui, avec les médias, avec les réseaux sociaux, vous voyez toutes les polémiques qu'il peut y avoir sur les vaccins, sur les sciences, la démonstration scientifique, etc. etc. Ce qui veut dire que je pense que demain, nous, fundraisers, dans nos domaines, on devrait être encore plus experts des causes qu'on soutient. On devra plus les justifier. Le fundraiser devrait être un sachant, devrait être pédagogue et expliquer pas seulement l'utilisation des fonds, mais aussi vraiment le fond du métier. En tout cas, c'est ce que moi je ressens au niveau de mon métier. Donc je suis dans la collecte de fonds pour des chercheurs, mais je sens cette petite défiance face à la science qui nous impose de communiquer mieux et plus. Alors communiquer mieux, ça veut aussi dire avoir un nombre conséquent, pas si conséquent que ça, mais en tout cas un nombre de porte-parole engagés, formés, qui vous accompagnent dans vos messages et qui savent se coordonner. Parce qu'avant tout, on a beau imaginer l'évolution du métier sous différentes façons, le donateur restera un donateur engagé. Chaque don, à partir du premier euro, est un geste engagé. Ça, je pense qu'il ne faut jamais l'oublier, et que de par ce fait, on doit être très transparent et bien expliquer la finalité de l'action. D'autant plus avec tous les nouveaux formats de collecte qui arrivent, avec tous les baromètres qu'on a vus sur l'engagement des jeunes, les générations X, Y, Z, et puis les prochains qui suivront, qui ont envie de s'engager dans les entreprises, par du mécénat de compétences, par différentes structures. Mais en tout cas, on aura besoin de les rassurer, de les convaincre et de les engager. Alors vous avez tous suivi, je pense, les dernières réformes fiscales, la disparition de l'ISF, la CSG, enfin tout ce contexte qui a fait baisser les dons, avec de nouveaux entrants. On a vu tout à l'heure les chiffres sur la slide de Philippe. Tout ça pour dire que l'engagement, pour moi, reste le moteur de la collecte et qu'il faut continuer à engager, à élargir nos cercles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, le donateur doit être encore plus porte-parole, ambassadeur, collecteur, en tout cas nous aider dans nos démarches. Les gens qui ne peuvent plus donner aujourd'hui, ils peuvent peut-être plus donner d'euros de par le contexte fiscal, ils peuvent peut-être donner un peu de temps, un peu d'idées, donc c'est les hackathons, c'est le bénévolat, c'est tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est vos ambassadeurs, et ça, moi j'y crois profondément, et encore plus pour les années à venir, malgré l'évolution des technologies. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à qui sont aujourd'hui vos donateurs, vos ambassadeurs, et comment vous allez les transformer dans les années et décennies à venir. Pour finir, je dirais que la stratégie, le professionnalisme et la vision du fundraiser sont pour moi les piliers du développement de notre métier. Alors, c'est peut-être pas très prospectif, c'est peut-être pas très visionnaire à 20, 30, 40 ans. En tout cas, je pense que de se rappeler nos fondamentaux, se rappeler d'où on vient, garder cet ADN du fundraising est pour moi primordial. Et quelles que soient les technologies, l'évolution, je pense qu'il faut qu'on n'oublie jamais ça. Voilà, j'espère dans 20 ans, 30 ans être encore là pour en parler avec Philippe et voir si je me suis trompé ou pas. En tout cas, bonne continuation à vous et merci. Cédric Bouquet. Moi, dans 20 ans, je ne serai pas là. Hein, c'est le plaisir d'avoir des scientifiques humains. Ça me rassure quelque part. Bien.
Second intervenant, alors lui, il fait partie de la génération des internautes 1.0. Vous savez, l'époque AOL, illimité, 56K, bip, tuc, tuc, tuc. Et là-dessus, il fallait qu'il commence à faire de la collecte. Ouais, c'est quelque chose qui était assez rock'n'roll. Donc il a suivi tout ça. Il a été assez intelligent parce qu'il dit lui-même qu'il a découvert la collecte peer-to-peer en soutenant un ami qui courait le marathon. Il n'a pas couru, il a envoyé son ami courir et il a quand même soutenu. On faudrait voir s'il est toujours ami d'ailleurs et s'il a collecté. Ceci dit, comme il est opiniâtre, il s'est dit tiens, il y a des choses à faire là-dessus. Donc il a lancé Easy Collect, je pense que vous connaissez, qui était la première plateforme de crowdfunding destinée aux associations. Et puis comme c'est quelqu'un d'intelligent, il s'est dit bon, après tout, c'est bien le bas de pyramide, le crowdfunding, allons taper directement les grandes fortunes. Et hop, il a déménagé en Suisse. Voilà, et depuis, il conseille notamment les associations suisses. Il est spécialiste du marketing digital, président de Give Expert. Je vous demande de faire du bruit pour Alexandre Ayad. Alors en regardant cette photo d'un cours en amphi, on peut se dire que l'université, ça n'a pas tellement changé. Mais en fait, si, dans les années 60, il y avait des places au premier rang. Et en 50 ans, le nombre d'étudiants a été multiplié par 8. Il y a 2,5 millions d'étudiants aujourd'hui. Il y en aura près de 3 millions en 2025. Et il faudra donc construire 10 nouvelles universités. C'est quand même énorme. Qu'est-ce qui est passé par là ? Il y a mai 68 qui reste le plus grand mouvement de mobilisation étudiante à ce jour. Ça a donné naissance à la loi FOR. La loi FOR, c'était le début de l'autonomie. Ça s'est un peu concrétisé avec l'application en 2007 de la LRU qui a vraiment ouvert notre activité, celle de collecte de dons. Et ça a été porté, tout ça, en fait, par l'explosion du nombre de différents structures d'enseignement supérieur, bien sûr les universités, mais aussi l'enseignement privé, les IUT, les IAE, et partout en France. Ça, c'est véritablement là-dessus, cette démocratisation de l'enseignement qu'on a pu faire émerger de la philanthropie. Un autre événement qui est aussi très important, c'est l'internationalisation. Aujourd'hui, la France, il faut savoir que c'est la première destination pour des étudiants étrangers non anglophones. Donc juste après les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie. C'est 325 000 étudiants étrangers. Et l'internationalisation, c'est un vrai challenge, mais c'est aussi une vraie opportunité. C'est une opportunité de notoriété pour vos institutions. Et ça se concrétise aussi à travers le fait qu'il y ait des campus à l'étranger. Il y en a plus de 230 de campus. Là, on voit la coupole, pas très ressemblante, mais quand même de la Sorbonne à Abu Dhabi. Alors, vous comprenez bien que le portrait robot des alumni de demain, ça ne va pas être celui des alumni d'aujourd'hui, quoi. Et comme on travaille sur les alumni qui sont diplômés depuis 20 à 30 ans, forcément, Robert, qui avait comme caractéristique principale d'être pas très loin, en tout cas en proximité géographique de l'établissement qu'il avait fréquenté, ce ne sera pas le cas des futurs alumni. Alors comme il était en proximité, Robert, on a mis quoi ? On a mis en place des stratégies qui sont beaucoup basées quand même sur l'événementiel. Donc en fait, pour recréer, pour densifier le lien avec les donateurs, avec les alumni et les faire devenir donateurs, on les invite à revenir dans leur école. On fait des petits déjeuners, on fait des galas. Et puis, comme on sait qu'avant tout, c'est un lien qui est très personnel, c'est quelque chose d'important d'avoir son nom gravé au sein de son établissement, le naming, ça reste quelque chose de fort, qui marche aussi bien d'ailleurs pour les anciens élèves qui sont en proximité que pour les expatriés. Et quand on va aller encore plus loin, on suit des modèles où on leur propose, au-delà du don, d'aller soutenir des projets, mais c'est toujours local, c'est-à-dire ils font du mentoring auprès d'élèves, ils s'investissent auprès de l'incubateur de l'école. Tout ça, ça marche bien, mais quand on est en proximité. Et le gros changement, c'est que demain, vos anciens élèves, ça va plutôt être une animation de réseau, en fait. Ils vont être partout à travers la planète, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent en France, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui seront diplômés avec des diplômes français en ayant étudié à l'étranger. Et donc, en fait, c'est une autre stratégie, enfin, en tout cas, c'est un changement de paradigme en termes de gestion des alumni et donc de recrutement de donateurs. Alors, il y a deux stratégies. On peut avoir l'ambition de mettre un groupe partout où il y a des élèves. Donc, bon, quand on en a les moyens, qu'on a une très grosse communauté, ça peut valoir le coup. Ça fait vite agence de voyage, mais c'est faisable, on peut le faire. Mais c'est pas sûr que ça les convainque beaucoup, parce que, au cas où vous l'auriez pas remarqué, tous les vendredis, il y a des manifestations pour le climat. Il y a un manifeste des écoles, des jeunes ingénieurs pour la responsabilité sociale des entreprises dans lesquelles ils vont travailler. Alors, que vous leur faire prendre l'avion pour faire 5000 km pour venir à votre rencontre, c'est pas gagné, et qu'ils acceptent que vous fassiez le chemin dans l'autre sens, c'est pas gagné non plus.
Donc il va forcément falloir changer les modes de fonctionnement. Bien sûr, ce sera plus simple de maintenir le lien à distance si vous avez une marque, un capital qui est hyper fort. Donc quand vous en arrivez à avoir un bookshop dans lequel des touristes achètent des t-shirts avec le logo de votre université, vous êtes plutôt bien parti parce qu'on peut se douter que les élèves qui ont vraiment fait leurs études, ils vont vouloir garder le lien avec votre institution. Mais pour les autres, en fait, ça va quand même beaucoup passer par les réseaux sociaux. Bien sûr, des réseaux sociaux comme LinkedIn qui permettent de suivre, de garder le lien, de publier de l'actualité et puis aussi de rester à jour au niveau de ses contacts, mais aussi des réseaux sociaux éventuellement d'entreprises ou en tout cas de groupes qui peuvent être plus privés. Là, il y a un exemple de Slack, il y a aussi des réseaux collaboratifs comme des clusters, des choses de ce type-là. Parce qu'en fait, vous allez de plus en plus devenir une sorte de e-commerçant en termes de stratégie, un e-stratégiste. Vous allez avoir des remerciements, des murs virtuels, vous allez aussi faire du cross-selling en allant pousser du don en complément de l'adhésion, du don en complément d'événements. Et au cœur de tout ça, il y a la formation continue, l'enseignement tout au long de la vie, les MOOC, des podcasts, parce qu'il faut bien se dire qu'aujourd'hui, probablement, 80% des contenus que vous enseignez, ils sont dans vos institutions, ils sont aussi disponibles, libres de droit sur Internet. Pour peu que quelqu'un cherche, il peut peut-être accéder au même savoir. Et donc, il va falloir renouveler l'expérience. Renouveler l'expérience vis-à-vis des donateurs, ça va pouvoir passer, vu que ça reste quand même toujours le don, quelque chose d'émotionnel, par de la réalité virtuelle. On en a déjà parlé plusieurs fois, pour visiter votre campus à distance, voir le mur, même si on n'est pas sur place, sur lequel va être gravé son nom, ce genre de choses. Une des grosses révolutions de notre période, c'est l'économie de l'abonnement. Il y a beaucoup de produits en fait, qu'on achetait avant, que maintenant on loue. C'est le cas de la musique, c'est le cas des logiciels. Et au fond, pourquoi ce ne serait pas le cas de la connaissance ? La connaissance, c'est un peu comme les logiciels, ça a besoin de mise à jour régulière, c'est un peu comme la musique, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles théories. Donc pourquoi on ne ferait pas ça ? Et en fait, il se trouve que le modèle de l'abonnement, c'est un modèle qu'on connaît très bien quand même dans le secteur associatif. Ça fait longtemps qu'on sait que mieux vaut fidéliser un donateur que le recruter, c'est moins cher et puis il est plus fidèle, et qu'on propose du don régulier. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est est-ce que le mieux, ce ne serait pas, pendant que vos étudiants sont assis dans votre établissement, de leur proposer de passer à un modèle d'abonnement. Parce que est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui vous verser 10 000 euros par an pendant 3 ans, ou payer 80 euros par mois pendant toute sa vie professionnelle ? Je vous laisse à la question. Merci Alexandre. Alexandre Ayad. Bon là, il y a des calculs à faire. Hein. On va finir dans la douceur. Il fallait un peu dans cet univers, un peu de douceur, de féminité. Elle n'est pas tombée dans le fundraising. Hein. Elle a passé 15 ans dans le monde des salons et de la presse. Et puis, à la naissance de son premier enfant, elle s'est dit « Ah, j'ai envie de faire quelque chose d'utile. Tiens, je vais peut-être aller faire du fundraising. » Voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Son besoin de militer, de faire changer les choses, d'être utile, l'a amené d'abord au niveau des droits de l'enfant, au BICE. Et puis rapidement, elle a évolué vers le secteur du handicap. Et aujourd'hui, ça c'est une belle histoire, et j'aime bien quand les enfants disent ça. Aujourd'hui, son fils, quand il explique à ses petits copains ce que fait sa maman, il lui répond, maman, elle a de la chance, parce que grâce à son travail, les gens sont plus heureux. Donc ça, je trouve ça assez merveilleux. En plus, c'est vrai. Elle est depuis 2014 la directrice de la communication et de la collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier. C'est une fondation qui accompagne 2800 personnes, hein, c'est ça, en situation de handicap mental et psychique. Je vous demande d'applaudir Sandra Gardel. Bonjour à tous. Quand on m'a demandé de présenter un Pecha Kucha sur cette conférence, donc l'ESR est une cause, au-delà de la pratique, donner du sens à son métier, il m'est venu l'idée de vous parler de l'ikigai. Alors l'ikigai, c'est quoi ? Alors l'ikigai, c'est composé de 2 mots en japonais. Iki, qui veut dire la vie, et kai, qui littéralement signifie la réalisation de ce qu'on attend et ce qu'on espère. C'est joli, non ? Faire un Pecha Kucha sur l'ikigai, en plus d'être un test, un exercice d'orthophonie particulièrement ardu, me paraît faire sens. Trouver son ikigai, c'est tout simplement trouver la raison de se lever le matin. Concrètement, c'est quoi ? L'ikigai, c'est la jonction entre 4 questions. D'abord, qu'est-ce que j'adore faire ? Ensuite, quels sont mes talents ?
De quoi le monde a besoin selon moi? Et enfin, pour quel service je peux être payé? Être dans son ikigai, c'est trouver le job de ses rêves, le job dans lequel on a envie de s'engager. Être dans son ikigai, c'est avoir une profession, vivre sa vocation, effectuer sa mission et le tout avec passion. Moi, je trouve que c'est un sacré programme. Et là, je vous vois tous individuellement réfléchir à votre ikigai. Si je fais le mien, je dirais que ce que j'aime faire, c'est communiquer et fédérer autour de sujets humains, que j'ai plutôt des qualités pour cela, que le monde associatif en a viscéralement besoin et que, bonne nouvelle, il existe des postes salariés dans ce domaine. Effectivement, le secteur associatif est un secteur qui se professionnalise depuis plus de 15 ans et qui va de pair avec l'engagement. Sinon, vous ne seriez pas là. On met en place des stratégies de communication, de collecte, on fait du mécénat, on fait du leg, on parle de rendement, on parle de résultats, on parle d'optimisation de collecte. Alors oui, tous, on se professionnalise et on collecte de manière de plus en plus efficace. La communication, le marketing et la collecte dans notre secteur n'a rien à envier aux autres secteurs. Rien. Et puis globalement, moi je trouve que les fundraisers sont des gens assez sympas. À ce sujet, je ne sais pas si vous avez lu le dernier Fundorama, édité par la FF, autre placement produit. Ce regard historique de 10 ans sur la profession m'a fait plaisir, très plaisir. Pourquoi? Parce qu'elle montre plein de choses. D'abord, par exemple, dans vos secteurs, l'enseignement supérieur et la recherche, 54% d'entre vous sont satisfaits de leur fonction, de leur poste, de leur mission. Et 87% d'entre vous orienteraient des étudiants à bosser dans des fondations pour leur carrière de fundraising. Moi, quand j'interviens dans des écoles ou des universités sur la communication associative ou le fundraising, je suis toujours étonnée de la méconnaissance des étudiants de notre secteur et des métiers du secteur. Ils ne connaissent pas. Et pourtant, quand je leur explique mon métier, les causes, les missions, les débouchés, je sors les études faites sur les métiers faits par la FF, là, je vois des étoiles dans leurs yeux. L'étude Fundorama révèle également d'autres chiffres. 80% des personnes sondées pensent que le sens et la cause sont les principales motivations. Et 39% pensent que c'est un secteur d'avenir. Encore une fois, on est tous là, et on le pense. Et là, c'est hyper intéressant. Ce qui est certain, c'est que le secteur associatif a de plus en plus d'opportunités. Alors oui, effectivement, nous avons la chance de travailler là-dedans. Mais le Fundorama montre aussi deux travers. Beaucoup de travail, peu de moyens. Alors parfois, on a l'impression de ne pas en faire assez, de devoir faire toujours plus. Parce que notre moteur, c'est notre passion. Donc rien n'est jamais fini. On peut toujours faire un mécénat en plus, un partenariat en plus. La pression qu'on se met à soi-même, elle est trop forte, parfois. Très forte, trop forte. Préjudiciable à nous, à nos missions, mais aussi à nos équipes. Soyons vigilants aussi à cela pour nous et pour nos équipes. Se recentrer sur soi, le sens de nos métiers dans notre vie plus globalement est, à mon sens, primordial. Difficile de s'occuper des autres si on ne s'occupe pas de soi. Moi, quand la marée monte, quand je me sens sous l'eau, quand la to-do list ne désemplit pas, je vais me balader, je respire et je me recentre sur le sens de mon action. On ne choisit pas toujours sa différence, comme la petite fleur là. On ne choisit pas toujours et le monde autour de nous ne nous aide pas à accepter et à s'aimer avec. On ne choisit pas d'être malade et handicapé. Alors non, nous ne sommes ni des Wonder Woman ni du Superman. Mais notre chance, à tous, c'est qu'on peut aider les autres à notre façon et au quotidien. Toutes ces injustices, toutes ces causes me sont chères, très chères. Parfois, dans les méandres de notre quotidien, dans la technicité de nos actions, nous nous éloignons du sens ou nous l'occultons, pris par des contraintes organisationnelles, budgétaires ou parfois même d'ego. Mais le métier, nous le faisons tous au profit des personnes. Quels sont leurs besoins et en quoi mon travail à moi, il va changer leur vie? Certainement beaucoup de choses. Pour moi, donner du sens, c'est aller dans la relation à l'autre. Dans l'exercice de mes fonctions, je rencontre pratiquement au quotidien des personnes qui sont trisomiques, des personnes schizophrènes, des personnes bipolaires, des gens qui ont fait des burn-out et qui ne reviennent pas vraiment indemnes. Nous accompagnons également des enfants autistes. Alors, je voudrais vous dire un mot là-dessus, sur le handicap. On est tous concernés par le handicap. 12 millions de Français sont en situation de handicap. Une personne sur 4, selon l'OMS, sera un jour atteinte de troubles psychiques. Et un enfant sur 100 naît autiste. Vous voyez, globalement, si ce n'est pas vous directement, indirectement, on est tous concernés par le handicap. S'occuper de l'autre, pour moi, c'est s'occuper de soi, car nous sommes tous liés. Alors oui, j'ai la chance, une immense chance de travailler pour permettre le changement de regard sur le handicap et le financement d'actions en faveur des personnes en situation de handicap. J'ai en plus la chance de manager une équipe formidable et j'ai la chance d'être payée pour cela. J'ai la chance et je ressens énormément de gratitude.
Vous aussi, vous avez tous la chance de faire un métier qui contribue à faire avancer l'humain, à le soigner, à le former et à lui donner la possibilité d'être lui en mieux. Parce que si notre métier, c'est de communiquer et de collecter, c'est pour une vraie finalité. Une collecte, un mécénat, ça permet la réalisation d'un projet concret, un projet qui fait avancer l'humain. Et ça, c'est important. Alors moi, aujourd'hui, je vous remercie. Je vous remercie, de m'avoir donné la parole. Je vous remercie aussi de m'avoir écouté. Et surtout, de participer tous à rendre finalement le monde un peu meilleur. Moi, j'y crois. Et n'oubliez pas, nous construisons tous le futur. Je vous remercie. Comment conclure après ça? Comment vous dire? Déjà, on va remercier nos 3 intervenants. Ils vont se lever et encore une fois pour... ils ont pris un risque. Je peux vous dire qu'ils ont bossé, vraiment. Deuxième chose, moi j'ai l'impression, c'est moins une première, on ne savait pas trop où on allait avec cette machine qui défile derrière. J'ai l'impression que ça passe bien quand même, ce format Pecha-Kucha. Donc moi ça me dit, tiens, peut-être que la prochaine fois, vous avez envie de passer aussi un format Pecha-Kucha, donc welcome aboard. Peut-être ça sera vos Pecha-Kucha, je regarde dans l'air pour ceux qui veulent le faire. Et puis je me dis aussi peut-être, là je reprends la casquette de fundraiser, un case for support décliné en Pecha-Kucha, ça peut être pas mal. Hein. De la vision au don, contrepartie en 20 slides qui passe en 20 secondes, défi, challenge, à voir, c'est peut-être un prochain atelier à développer. Ouais. En tout cas, en route vers le futur, merci encore à tous d'avoir participé à cette expérimentation.